Bonsoir Eric Anso, je suis heureux de vous accueillir une nouvelle fois. Nous avions parlé avec vous de la laïcité, de la fiscalité, déjà de la nation il y a beaucoup plus longtemps. Vous revenez nous voir avec une histoire de la nation française. Je vais vous demander de la présenter rapidement, Mhm. cette histoire, Très et bien. ensuite, si vous le voulez bien, vous répondrez à nos questions. Eh bien, merci Bertrand Renouvin pour votre accueil. Bonjour, bonsoir plus exactement à tous. Je suis ravi d'être de nouveau parmi vous. C'est toujours un plaisir de présenter mes travaux d'une part et de le présenter devant un public averti. Et je sais qu'il y a toujours parmi vous de nombreuses questions. Donc je serai tout à l'heure à votre disposition pour y répondre. Alors pourquoi m'être lancé dans une histoire de la nation française? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que mes recherches, vous le savez, portent sur l'histoire de France. Je suis 19e, spécialiste d'histoire politique et sociale, et je travaille sur les pouvoirs et sur les rapports principalement entre les élites et le peuple. Et j'ai publié, vous avez rappelé, un certain nombre de mes travaux sur les élites, sur la fiscalité, également sur la laïcité. Et à un moment donné, je me suis dit, il va falloir que je me colle à ce sujet de la nation, parce que c'est un sujet à la fois très central et très compliqué. Et j'aime bien les travaux compliqués, et ça remonte à très loin ce que je vous dis là, puisque en 2017, j'ai proposé à l'un de mes éditeurs qui s'appelle Talandier de fonder, figurez-vous, une collection sur l'histoire des nations. Et pourquoi je lui ai proposé ça, outre le fait que la thématique m'intéressait? Parce que j'avais déjà en tête qu'un jour ou l'autre, je me réserverais dans cette collection l'histoire de la nation française. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Alors, entre-temps, ont paru d'autres histoires de la nation, l'histoire de la nation hongroise, publiée par ma collègue Catherine Aurel, l'histoire de la nation portugaise, publiée par Yves Léonard, qui a eu un très très gros succès international, puisqu'il a été traduit en portugais, diffusé au Brésil. Ça a été un énorme succès dans les deux pays. Et sont lancées également une histoire de la nation allemande, qui paraîtra l'an prochain, une histoire de la nation italienne, une histoire de la nation anglaise, et une histoire de la nation belge. J'aurais voulu faire encore plus, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec un jeune auditeur ici, en publiant par exemple une histoire de la nation suisse, mais là mon éditeur talendier, Xavier de Bartilla en l'occurrence, m'a dit « Oh là là, la Suisse, combien de divisions, je ne vais pas arriver avant de ça ». Donc peut-être plus tard, si vous achetez massivement les livres de la collection, on arrivera à lui vendre l'histoire de la nation suisse. Une autre motivation qui m'a conduit à publier ce livre, c'est une grande irritation, parce que je suis historien, mais je suis bien évidemment aussi citoyen. Et la nation, de même que la laïcité, sont un peu tirées à hu et à dia par nos hommes politiques et par nos journalistes et nos médias, qui racontent soit à des fins d'instrumentalisation, soit par méconnaissance, un petit peu tout et n'importe quoi. Alors, bon, il y a deux écoles, je ne vous apprends rien autour de la nation. Il y a ce que j'appellerais les partisans de l'école de la déconstruction. Ils sont à l'œuvre, on va dire, depuis l'après-deuxième guerre mondiale. Les choses se sont accentuées dans les années 1960, 70, et puis ça n'a fait qu'amplifier. Alors, je suis filmé, donc je ne vais pas donner de nom pour ne pas me faire trop d'ennemis, et parce que je publie une nouvelle histoire de France avec 100 collègues le 24 septembre, je la dirige, et le but est d'arriver à amener, mais vous l'aurez deviné, on va procéder par périphrase, l'auteur d'une histoire de la France qui a beaucoup marché en 2017 au moment de la présidentielle, bonjour mon ami Jérôme, à un débat à Blois. Et donc, voilà, je me fais fort de essayer d'emporter le morceau lors de ce débat. Donc, il ne faut pas trop le clasher avant pour que réserver ses armes le jour J au rendez-vous de l'histoire de Blois en octobre prochain. Donc, il y a cette école de la déconstruction qui est à l'œuvre, école pour laquelle, j'en dirai quelques mots à la fin de la conférence, eh bien, la nation, c'est la guerre, c'est le nationalisme, c'est dans le cadre de la mondialisation complètement dépassée, voire ringard.
Et puis, elle a toujours existé, mais alors elle a été revivifiée parce que, bien évidemment, il y a un affrontement idéologique dans notre pays. Une école que je qualifierais d'essentialiste, j'en dirais un mot, c'est-à-dire, voilà, la nation est sortie toute armée de l'histoire, c'est nos ancêtres les Gaulois, ce sont les Francs, et rien n'a changé depuis l'origine. Eh bien, l'historien dira que la vérité n'est ni bien évidemment, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, dans la déconstruction, ni dans l'essence de la nation. Alors, c'est un sujet éminemment piégeux, hein, bien sûr, surtout pour un universitaire. Hein, c'est très très risqué de s'intéresser à un sujet comme celui-ci, parce que très vite on peut tomber dans la polémique, mais pour ceux qui me connaissent ici, il y en a au moins deux, peut-être plus. Vous savez que j'aime bien, moi, les sujets compliqués et j'aime bien débattre. Alors, pourquoi c'est compliqué? Parce que si vous me demandez d'emblée une définition de la nation, je vais avoir du mal à vous répondre et je vais me retrancher derrière l'Académie française, qui, dans notre pays, théoriquement, fait autorité en matière de définition. La dernière définition, c'est que les académiciens français remettent comme Pénélope sur leur ouvrage incessamment leur travail. La dernière définition de la nation remonte à 1986. Ça ne nous, dans le dictionnaire de l'Académie, ça ne nous rajeunit pas, ça fait 40 ans de cela. Et la définition, elle fait 2 pages. Et oui. Et en fait, elle est en 3 temps. Et au terme des 3 temps, alors je ne vais pas vous rappeler les 3 temps et la totalité de la définition, il rassemble les éléments pour proposer une définition plus synthétique. Et alors je regarde mes notes hein, parce que je ne veux pas buter sur les termes. Il définit sa nation comme une communauté humaine dont les membres sont unis, disent-ils, par 3 choses. Le sentiment d'une même origine, le sentiment d'une même appartenance, deuxième chose, et le sentiment qu'ils ont ensemble une même destinée. En d'autres termes, c'est très intéressant, un passé commun, un présent et un avenir qu'on veut continuer à partager ensemble. Et cette définition renvoie à une autre définition qui a été donnée par un très très grand penseur, savant, multicarte si j'ose dire, puisqu'il était philologue, il était historien, il était philosophe, c'est bien sûr Ernest Renan, qui à la Sorbonne, en mars 1882, a donné une conférence intitulée « Qu'est-ce qu'une nation ?» Et alors là, je la résume en 2 mots, et vous allez retrouver les termes que je vous évoquais cités par l'Académie française. Il dit la nation, c'est 2 choses en fait. C'est un riche legs de souvenirs partagés par une communauté humaine. Donc là, vous avez la partie historique. Et il dit également, et vous connaissez tous la formule, parce que souvent on résume sa conférence à ça, et on a bien tort, je vais vous dire pourquoi on a bien tort de le faire, c'est aussi un plébiscite de tous les jours. En d'autres termes, ça c'est le présent, et c'est l'avenir. Mais il faut savoir que Renan lui-même a considérablement évolué dans sa définition de la nation, puisque jusqu'à la guerre de 1870, pour mon ouvrage, j'ai mené des recherches approfondies dans ses articles et ses publications, il avait une conception extrêmement essentialiste de la nation, c'est-à-dire uniquement le riche legs de souvenirs partagés. Qu'est-ce qui l'a fait évoluer? Eh bien, un choc pour toute une génération en fait de Français, la guerre de 1870, le fait qu'on arrache à la mère patrie l'Alsace et la Lorraine. Alors, bien évidemment, là, il était très embêté parce que quand on regarde le riche legs de souvenirs, bien évidemment, les Alsaciens et les Lorrains avaient, alors les Alsaciens depuis Louis XIV, les Lorrains depuis Louis XV, un passé partagé avec les Français. Mais le passé dans le monde germanique était bien plus important que le passé dans le Royaume de France, dans la République française et dans les régimes du XIXe siècle. Et c'est donc là qu'il va rajouter ce deuxième élément, à savoir le plébiscite de tous les jours. Et pourquoi le rajoute-t-il? Parce que le 19e que je suis ne peut que conforter ce que pensait Renan. J'ai travaillé sur les archives administratives, il n'y avait pas de sondage à l'époque, mais nos préfets,
nos procureurs généraux, nos généraux commandant les départements et à un échelon inférieur, nos juges de paix par exemple, faisaient remonter des informations disant que si les Allemands avaient consulté les Alsaciens et les Lorrains, eh bien 90% de la population alsacienne et lorraine aurait choisi de rester français. Et donc vous voyez que c'est sous l'empire des circonstances, dans le contexte particulier des débuts de la Troisième République, que Renan lui-même a été amené à évoluer sur la conception qu'il se faisait de la nation. C'est donc bien évidemment extrêmement important. Et comme Renan et ses idées arrivaient en phase avec les pères fondateurs de la République, eh bien on lui a défilé en quelque sorte un tapis rouge et les hommes de la Troisième République ont fait leur la définition que donnait Renan. Alors vous voyez, tout ça pour vous expliquer quand même, d'une part, la difficulté de définir le terme, et d'autre part, la nécessité de contextualiser les choses. Je m'empresse d'ajouter, parce que j'aurai peut-être pas l'occasion de le dire à la suite, que Renan, comme le fera plus tard d'ailleurs le général de Gaulle dans ses confidences à André Malraux, rapportées dans les chaînes qu'on abat, disait, eh bien, une nation c'est un être vivant, elle naît, grandit, prospère, mais elle peut être atteinte également de vieillesse, voire de sénilité, et à terme, mourir. Et donc, il faut savoir également la préserver pour prolonger son existence, parce que Renan était attaché à la nation française le plus longtemps possible. Donc, il y a aussi cet aspect d'un organisme vivant qu'il faut protéger chez Renan. Alors, pour mon livre, donc j'ai procédé, le livre que voici, je le montre à la caméra, en 12 chapitres que j'ai réunis en 4 âges, et je me propose c'est un déroulé chronologico-thématique, mais principalement chronologique, de reprendre en fait le fil de l'histoire. Et je commence par, dans un premier chapitre, déconstruire 2 mythes. Le mythe de nos ancêtres les Gaulois. Alors c'est un mythe qui vient de très loin, mais qui a été, je dirais, forgé par la propagande de la Troisième République, et on pensera en particulier à Ernest Lavis, l'instituteur national sous la Troisième République, qui serait, j'utilise un conditionnel, qui serait le créateur de la formule « Nos ancêtres les Gaulois » dans les années 1880. C'est donc contemporain de Ernest Renan, dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, l'autre mythe, bien évidemment, hein, c'est le mythe de l'illustre nation des Francs, hein, et donc les Francs seraient les ancêtres des Français, ou bien, j'en dirai un mot tout à l'heure, d'une partie des Français sous l'Ancien Régime, à savoir de la noblesse, puisque au XVIIIe siècle, c'est le comte de Boulainvilliers qui raconte ça très bien. Nous, nobles, nous descendons des Francs, et le bas peuple descend des Gaulois et des Gallo-Romains. Donc ça, c'est le tiers-État. Ce à quoi les révolutionnaires renverseront complètement les choses en disant, voilà, c'est l'abbé Sieyès qui commence dans son pamphlet « Qu'est-ce que le tiers-État » en janvier 1789. Eh bien, puisque vous descendez des Francs, retournez dans vos forêts de Franconie, ou bien fondez-vous dans le peuple, dans la nation. Nous sommes très fiers d'être des Gaulois. Hein, donc, vous voyez un petit peu comment on peut utiliser cette histoire. Mais alors surtout, le fait de s'appuyer sur cette généalogie nous vient de la monarchie capétienne, de nos monarques capétiens. Et vous allez comprendre, en lisant ce livre et en m'écoutant là dans cette mini-conférence, qu'en fait, moi je ne suis pas, alors je ne le suis pas politiquement, mais je ne le suis pas non plus historiquement, je ne suis pas mélenchoniste. Parce que pour Jean-Luc Mélenchon, l'histoire de la nation commence en 1789. Il n'y a rien avant. Hein. Alors, je ne suis pas, j'en suis désolé non plus, il y en a peut-être dans la salle, essentialiste, et je ne vais pas vous dire, la nation, c'est effectivement le baptême de Clovis, nos premiers monarques capétiens. Non, la nation, c'est beaucoup plus compliqué, c'est à la fois l'un et à la fois l'autre. Hein. Et c'est ça qui fait l'originalité particulière de ce sujet. Une fois que j'ai dit ça, il n'en demeure pas moins que les monarques capétiens jouent un très très grand rôle dans la création de la nation. Et pourquoi? Parce que leur pouvoir demeure fragile et leur pouvoir demeure contesté par 2 autres pouvoirs qui sont supérieurs à l'époque à leur propre pouvoir. Le pouvoir du Saint-Empire romain germanique, d'une part, et le pouvoir de la
papauté de l'autre. Or, je ne vous apprends rien, vous êtes férus d'histoire et vous connaissez ça aussi bien que moi. Eh bien, ces deux pouvoirs, au XIe siècle et dans les siècles qui suivent, s'affrontent fortement. Et les monarques capétiens vont profiter de cet affrontement, en quelque sorte, pour enfoncer un coin et établir leur légitimité. Mais à l'époque, j'ai beaucoup discuté avec mes collègues médiévistes de la Sorbonne, j'en ai même invité quand j'avais un séminaire à la Sorbonne, plusieurs d'entre eux, pour qu'ils me confirment cela dans des séances particulières. Les monarques capétiens s'appuient sur les temps les plus anciens. C'est-à-dire, ce qui fait autorité à l'époque, ce n'est pas le droit, ce n'est pas les preuves qu'on peut administrer par les sources, c'est des généalogies, et parfois généalogies, il faut le dire, plus ou moins fantaisistes, qui remontent à la nuit des temps. Alors du coup, Clovis, les Francs, c'est très très bien, d'autant plus que Clovis prétend lui-même qu'il descend, comme vous le savez, qu'il a une origine en partie divine. Et puis alors les Gaulois, c'est encore mieux puisqu'ils sont antérieurs aux Francs. Et puis alors on va même remonter la généalogie plus loin, puisqu'on va remonter aux Troyens. Et donc on va s'appuyer sur les Troyens, sur les Gaulois et sur les Francs, les trois étant dans l'esprit de ceux qui conseillent et entourent les monarques capétiens, plus ou moins liés. Et dans plusieurs abbayes, je pense qu'à l'abbaye de Fleury, où elle est plus connue à l'abbaye de Saint-Denis, eh bien vous avez un certain nombre de moines, d'intellectuels qui vont comme ça créer ces généalogies pour permettre aux monarques capétiens de s'ancrer dans l'histoire. Nos monarques, bien sûr, s'appuient également sur une foi, ils sont confortés. Alors, la foi dépasse les frontières du royaume, bien évidemment, la chrétienté dépasse les frontières, mais le roi des Francs d'abord, pendant très longtemps, et puis le roi de France, lorsque le thème apparaît, bénéficie d'une forme de légitimité par rapport à d'autres pouvoirs royaux et concurrents, dans la mesure où il se dit roi très chrétien, et qu'il a des motifs pour le faire, dans la mesure où l'hérésie, contrairement à d'autres territoires, n'a jamais réussi à s'implanter. On verra qu'après, il y a bien sûr les guerres de religion, j'en dirai quelques mots, mais n'a jamais réussi à l'époque qui nous occupe à s'implanter dans le royaume, et que les hérésies ont parfois très violemment été extirpées. On pensera par exemple au Qatar. Donc c'est une source, je dirais, de légitimation. Et puis un territoire qui va s'agrandir à partir du domaine royal, une langue qui va se renforcer, une culture qui va se renforcer. Alors, dans cet épisode de nos siècles des monarques capétiens, il y a un temps qui est très très fort, bien sûr, on va y revenir, j'en dirai quelques mots, c'est la guerre de 100 ans. Et puis à la suite des Capétiens directs, il y a bien évidemment les Valois, et avant de revenir à la guerre de 100 ans, il faut que je dise un mot des Valois. Je reviens à ce fameux livre-là avec 100 historiens que je dirige, qui sera publié donc le 24 septembre prochain. Le royaume des Valois, c'est, vous avez sans doute entendu parler de lui, Didier Le Fur. Voilà, c'est un collègue que j'aime beaucoup, qui nous a donné le chapitre, et il montre excellemment comment dans son chapitre, le roi François Ier va jouer un rôle fondamental pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la nation. Moins, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'il est le fondateur du Collège de France. Alors là, il y a toute une réécriture aujourd'hui autour du Collège de France. Le Collège de France, qui à l'époque s'appelait le Collège royal, c'est rien du tout. Mais en revanche, par les édits très nombreux et les ordonnances très nombreuses qu'il va publier, et parmi elles, vous me voyez venir, la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, qu'on interprète ou qu'on surinterprète beaucoup aujourd'hui. Il ne s'agit pas, bien évidemment, d'éradiquer les patois et les langues régionales, contrairement à ce qu'on prétend, mais de se faire comprendre de tous les sujets du royaume pour faire nation. Et peu importe, dit le roi, qu'on utilise le François, le français, ou bien l'occitan, ou bien le basque, ou bien le breton, mais je veux être compris de tous mes sujets. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Vous savez que l'ordonnance de Villers-Cotterêts, alors elle est très très longue, mais les deux articles fondamentaux luttent contre le latin, en fait, parce que le latin n'est compris que de l'élite. Or, il s'agit, et c'est pour ça que les Valois sont très importants, d'être compris de tout le corps social, de toute la nation. C'est fondamental. Alors maintenant, je remonte un tout petit peu en arrière, et on va revenir très vite aux Valois, parce que dans l'histoire de la nation à laquelle je me suis confronté, bien évidemment les guerres occupent, vous l'avez vu pour ceux qui ont lu le livre,
une place tout à fait centrale. Et il faut qu'on revienne un petit peu sur la guerre de Cent Ans et que je vous dise quelques mots, bien sûr, des guerres de religion. La guerre de Cent Ans, elle est tout à fait centrale pour un sujet comme celui-ci, parce que la nation, elle naît aussi d'une confrontation avec l'autre, et l'autre, c'est l'étranger. Or, pendant la guerre de Cent Ans, nous avons été confrontés à un envahisseur, l'anglais. Alors, je vais être très franc avec vous, l'anglais, il a eu ses collaborateurs, bien évidemment, comme dans d'autres temps, d'autres guerres, il y a eu d'autres collaborateurs, qu'on n'appelait pas d'ailleurs les collaborateurs, parce qu'on avait une notion différente, justement, des choses, et le lien dynastique était plus fort à l'époque que le lien national, il faut le dire. Mais justement, les déprédations qu'ont pu faire les Anglais sur le territoire du royaume a renforcé, c'est ce que montre excellemment Colette Beaune, naissance de la nation France, a renforcé le sentiment national. Et la monarchie a été très intelligente, les premiers Valois, pour utiliser bien évidemment le phénomène, aidé par un certain nombre de personnalités qui ont été mises en avant par la propagande royale. On pensera à Du Guesclin, on pensera au Grand Ferré, on pensera bien évidemment à Jeanne d'Arc. Je ne vais pas épiloguer, hein, c'est bien évidemment très très connu. L'affirmation également à la faveur de cette guerre de Cent Ans et dans le cadre de l'affrontement entre les Armagnacs et les Bourguignons, le fait que les Bourguignons ont pris à un moment donné le contrôle de la capitale, Paris, et l'abbaye de Saint-Denis, ce qui pose un véritable problème à la couronne, et le fait que le gentil dauphin, Charles, est contraint de quitter les rives de la Seine pour celles de la Loire, et en particulier, on l'appellera, vous le savez, le petit roi de Bourges, de découvrir des parties du royaume de France que les rois n'avaient pas l'habitude d'explorer. Et ça va être aussi très très important à ce moment quand même très très critique pour le royaume du traité de Troyes, qui est l'une des pages les plus sombres de notre histoire. Donc il y a une réaffirmation, je dirais, de la couronne. Ajoutez-y, mais je ne vais pas épiloguer, le fait qu'il n'y avait pas véritablement de saint qui s'imposait à l'époque, hein, contrairement à d'autres pays. Ça s'est joué à quelques décennies près. Les Anglais ont pris Saint-Georges. On a failli à un moment donné avoir pour saint patron, si j'ose dire national, Saint-Georges. Et finalement, alors c'est pas péjoratif dans ma bouche, nous nous sommes rabattus, et c'est peut-être un mal pour un bien, sur Saint-Michel, entre autres parce que le Mont Saint-Michel, vous le savez peut-être, a résisté héroïquement aux Anglais. Hein, exactement. Et c'est l'ordre de Saint-Michel, etc., etc. Donc tout ça, vous voyez, il y a une forme de cristallisation nationale, une première cristallisation qui s'opère au moment de la guerre de Cent Ans. Et puis alors là, je reviens aux Valois, il va y en avoir une deuxième au moment d'autres guerres, les fameuses guerres de religion. Alors là, guerre civile puissance 10, hein, entre catholiques et protestants. De nouveau, ingérence étrangère en faveur des protestants, les Anglais et les Hollandais, en faveur des catholiques, les Espagnols. Et ça, c'est nouveau par rapport à l'époque de la guerre de Cent Ans, toute une réflexion d'un certain nombre de penseurs de l'État. L'État s'est considérablement développé durant ces siècles-là, qui ont dit, voilà, le biais pour sortir de cette très grave crise que nous traversons, c'est un renforcement des pouvoirs royaux. Il faut que le roi couronne et chapeaute une nation qui est divisée, fracturée et qui peut possiblement éclater. Alors ces penseurs, on les appelait les politiques à l'époque, hein, ou les moyenneurs, le terme est un petit peu péjoratif, hein, voilà, c'est un peu un robinet d'eau tiède, mais en fait non, c'est une voie médiane pour essayer de réconcilier tout le monde. Je vais vous donner quelques noms, le chancelier Michel de l'Hospital, qui ne verra malheureusement pas, pardonnez-moi le terme, la suite du film, puisqu'il mourra en 1572 ou 1574 je crois, mais on peut considérer que l'édit de Nantes de 1598 est en quelque sorte son enfant, hein, puisque en fait toute sa pensée se retrouve dans cet édit de tolérance qu'est l'édit de Nantes de 1598. Jean Bodin, bien évidemment, et un personnage aussi, alors très important pour les souverainistes aujourd'hui, bien sûr, Jean Bodin, et puis un personnage qui est un petit peu oublié, qui n'est pas un politique à proprement parler, mais qui en revanche est l'un des grands théoriciens
de la monarchie absolue, c'est un juriste qui s'appelle Guy Coquille, hein, qui joue un très très grand rôle, et je le cite à plusieurs reprises dans mon ouvrage. On va passer, avec ces hommes-là, d'une monarchie contractuelle, qui est la monarchie médiévale, à une monarchie absolue de droit divin, et les premiers Bourbons, Henri IV d'abord, son fils Louis XIII et son petit-fils Louis XIV, vont fonder véritablement la monarchie absolue de droit divin. Et c'est très important parce que si mon livre a, allez, on va dire 4-5 apports, je pense que l'un des premiers apports, en termes chronologiques, c'est bien celui-là, c'est de montrer que va se forger à partir du XVIIe siècle, et plus encore, on va y venir dans un instant, dans l'adversité du XVIIIe siècle, un couple roi-nation. C'est-à-dire que j'ai utilisé le terme nation jusqu'à présent, mais le terme nation, il faut faire très attention. Alors, je ne suis pas un nominaliste pur et dur, mais malgré tout, il a une autre connotation au Moyen-Âge. Par exemple, à l'Université de Paris, la Sorbonne, on parle de nations qui n'ont rien à voir avec la manière dont on conçoit le concept aujourd'hui. En revanche, à partir du XVIe siècle, et plus encore au XVIIe siècle, le terme de nation va revêtir la forme que nous lui donnons aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve que parmi les créations de la monarchie absolue de droit divin et de Louis XIII et de Richelieu, en 1634-1635, vous avez l'Académie française. Et dans la première édition du dictionnaire de l'Académie française, je vous ai évoqué tout à l'heure, je ne sais plus à quelle édition on est, la dernière définition, celle du milieu des années 80, on retrouve une définition qui ressemble fortement à celle que je vous ai donnée tout à l'heure. Et nous sommes dans les années 1680. Donc vous voyez, il y a un continuum quand même qui apparaît à ce moment-là. Notez au passage que 1635, c'est aussi l'apparition, donc sous Louis XIII, des intendants, hein, qui jouent un très très grand rôle dans l'affirmation du pouvoir royal. Et dans le fait, alors vous le savez mieux que moi bien évidemment, on l'appelle monarchie absolue de droit divin, mais elle respecte les coutumes, les usages, les privilèges des provinces. Mais malgré tout, on va avoir à partir de la création des intendants une forme de normalisation monarchique qui va apparaître. Donc ça joue un très très grand rôle dans notre sujet. Et puis alors, vous disais-je tout à l'heure, dans l'adversité, les choses vont encore se renforcer. Alors l'adversité, elle intervient déjà pour le roi Louis XIV, puisque le roi Louis XIV a été un roi de guerre, et si les premières guerres ont été facilement victorieuses, la guerre de succession d'Espagne est assez difficile pour lui. Et en 1709, alors 12 juin 1709 pour être précis, il va lancer un appel que vous connaissez peut-être, mais qui pour mon sujet est absolument fondamental, c'est l'appel aux Français. Alors on ne retrouve à aucun moment donné de l'appel le terme nation, mais en fait, c'est quand on lit les choses et qu'on connaît la nation, c'est bien ça dont il s'agit. Un appel qui doit être lu au prône dans toutes les paroisses de France, et il en appelle au soutien des Français dans cette passe difficile que traverse sa monarchie. Vous devez être derrière moi. Il utilise le « je » et il appelle les Français ses enfants. Donc c'est quand même très très intéressant. Nous sommes en 1709. À la suite de la mort de Louis XIV, donc sous Louis XV et plus encore sous Louis XVI, le nombre d'occurrences, je l'ai relevé dans mon livre, du terme nation est tout à fait spectaculaire. Alors pourquoi cela? Parce que s'est forgé ce fameux couple que je vous évoquais, roi-nation, mais parallèlement avec d'une part les parlementaires d'Ancien Régime et d'autre part, au moment des Lumières, les philosophes des Lumières, une nouvelle conception de la nation est en train d'émerger contre le roi, c'est-à-dire la nation souveraine. Vous avez le monarque souverain qui fait corps avec la nation d'un côté, et vous avez de l'autre. Alors les philosophes des Lumières, Antoine Lilti l'a très très bien montré, on ne peut pas les essentialiser non plus, ils sont très variés dans leur pensée, mais pour certains, ça va être une monarchie de nouveau contractuelle, et pour d'autres, ça va carrément être une république. Mais peu importe, ils se retrouvent tous dans le fait que le souverain n'est plus le roi, le souverain désormais, c'est la nation. Pour vous donner une idée, alors j'ai noté ça dans mes toutes petites notes, l'encyclopédie que vous connaissez tous, il y a un article nation.
Et il y a dans l'encyclopédie 1026, je dis bien 1026 mentions du mot nation. C'est l'un des mots avec liberté qui est le plus représenté dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est tout à fait phénoménal. Alors j'en arrive maintenant à ce qui constitue le 6e chapitre. On est au milieu de mon livre, hein, maintenant, vous voyez, on chemine, on chemine. Un chapitre que j'ai intitulé « Vive la nation », c'est le cri de ralliement de la bataille de Valmy, hein, Dumouriez et Kellermann, parce que, bien évidemment, la Révolution, et ça je ne vais pas le nier, marque une forme de rupture tout à fait fondamentale. Les États généraux s'intitulent « Assemblée nationale », première révolution. L'Assemblée nationale se donne pour but de donner la première constitution écrite au Royaume de France. On ne pense pas, sauf quelques avancées, à une république encore. Nous sommes en 1789. Et puis, bien évidemment, vous avez ce texte tout à fait fondamental de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, très courte, 17 articles, mais dont l'article 3 dit la chose suivante. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Alors attention à ne pas faire un contresens sur le terme « essentiellement ». Aujourd'hui, il est un petit peu galvaudé, hein, ça veut dire un peu plus que, mais à l'époque, c'est un terme extrêmement fort, ça veut dire par essence. Donc il n'y a rien de plus important. Désormais, on a tué le roi, si j'ose dire, avant qu'il ne soit mort. Dès cette déclaration, souveraineté nationale et plus souveraineté royale. Notez qu'à l'automne 1789, tout ce qui était royal dans le vocabulaire devient national. La dette royale devient la dette nationale. La garde royale, vous le savez, sous une forme différente, devient la garde nationale. L'armée royale devient l'armée nationale. La gendarmerie royale devient la gendarmerie nationale, etc., etc. Le terme national est avec le terme patriote, le terme le plus employé dans les titres de journaux des années 1789-1790. C'est quand même, bien évidemment, extrêmement important. Et je terminerai ce petit passage sur le début de la Révolution en vous disant que la devise qui va s'imposer, la première devise, on va dire révolutionnaire, c'est la nation, la loi, le roi. Donc vous voyez, la place de la nation, elle est première. Le roi n'est pas encore bouté de la devise, mais il n'apparaît qu'en forme subordonnée, en troisième position, derrière même la loi. C'est un exécutant, en fait, de la loi. Alors la Révolution, on en pense ce qu'on en veut, et je sais bien évidemment à qui je m'adresse ici. Il n'en demeure pas moins, et là je vais rallier tout le public, qu'elle a fait, au nom de la nation, d'énormes excès. Et je citerai en particulier les deux rapports de Barrère et de l'Abbé-Grégoire. Pour faire encore mieux nation, il faut éradiquer les patois archaïques. Hein, alors, la Révolution ne parviendra pas complètement à le faire, mais elle en avait pris quand même la pente. Et j'ajouterai, pour terminer cette partie sur la Révolution, que bien évidemment, il y a, je vois, trois limites principales au phénomène que je viens de vous décrire, une nation mise sur un piédestal, le fait que très vite, je ne vais pas épiloguer, vous le savez tous, elle va se déchirer, la Révolution dévore ses enfants, un pur trouve toujours un plus pur qu'il est pur, que d'autre part, elle va vouloir s'exporter, hein, la grande nation, hein, et donc exporter un modèle universaliste dont beaucoup ne voudront pas, je vous renvoie aux écrits entre autres d'Edmund Burke, et puis troisième élément, et ça j'insiste beaucoup en tant qu'historien du politique dans mon livre, le fait que même si on ne fait pas encore complètement la différence à l'époque, la souveraineté nationale n'est pas, et ne sera pas a fortiori dans les décennies qui suivront, la souveraineté populaire. En d'autres termes, le grand vaincu de cette révolution, c'est le peuple. Et on le verra lorsque les sans-culottes seront désarmés sous le Directoire. Et après, ils ne pourront plus se soulever, vous le savez, jusqu'en 1830, donc pendant plus de 35 ans. Pourquoi? Parce que la souveraineté nationale, c'est formidable pour le nouveau, le vainqueur de la Révolution, le nouveau dominant, la classe bourgeoise, qui va confisquer les postes de gouvernement, la représentation nationale. Et qui exerce la représentation nationale, et en particulier, ça a été théorisé par Boissy d'Anglas et les idéologues, les hommes de l'Institut,
Qui exerce les postes de responsabilité? Les bourgeois. Hein, donc une confiscation, je dirais, sous le vocable de nation, en fait, des rênes et des fils du pouvoir par une élite bourgeoise. D'accord? Alors maintenant que j'ai dit ça, j'en arrive à la troisième période de mon propos, de mon livre, les chapitres qui vont de 7 à 9. Voilà, il y a 12 chapitres en tout. Et là, je me suis fait plaisir, bien évidemment, mais c'est un peu, je suis 19e, mais c'est aussi un incontournable, parce que chez nous, Français, un peu moins que chez les autres, mais malgré tout beaucoup quand même, le 19e siècle, c'est le grand siècle de la construction nationale, ce que les anglo-saxons appellent nation building. Alors, nous, encore une fois, parce qu'on a cette très très longue histoire monarchique, un peu moins que les autres, par exemple que les Italiens ou que les Allemands, mais malgré tout, vous allez le voir, et j'y consacre 120 pages dans le livre, il est épais, hein, et le 19e siècle joue un rôle fondamental. Alors, tous les régimes ici, hein, bien évidemment, la propagande républicaine a fait qu'on a mis l'accent sur l'œuvre, là-dedans, de la Troisième République. Et cette œuvre est indéniable. Mais il ne faut pas oublier la Restauration, la monarchie de Juillet, sur laquelle je me permettrai d'insister un petit peu, parce que c'est un régime aujourd'hui extrêmement décrié, y compris en particulier ses dirigeants, Louis-Philippe et Guizot, alors Thiers, n'en parlons même pas, mais extrêmement important pour le propos du jour, c'est-à-dire l'histoire nationale. La Deuxième République, mon cher Second Empire, et bien évidemment la Troisième République. Alors, pourquoi, vous me pardonnerez, mais peut-être tout à l'heure il y aura des questions, je passe sur la Restauration, pour aller à l'essentiel et tenir les 40-45 minutes qu'on m'a fixées. Pourquoi la monarchie de Juillet? Pour plusieurs raisons. Et la première ne vous fera peut-être pas tout à fait plaisir, puisque la monarchie de Juillet met un terme à la Restauration et à la branche aînée des Bourbons. Et j'avais proposé tout un tas d'illustrations pour servir de couverture à mon histoire de la nation française. Et je voulais par exemple la rue Montorgueil par Monet, c'est un tableau que j'aime beaucoup, où je voulais l'entrée de Victor Hugo au Panthéon avec les grands drapeaux tricolores, etc., etc. Et mon éditeur, il m'a dit non, on va prendre ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, la liberté guidant le peuple, hein, qu'en fait Delacroix appelait 28 juillet 1830. Hein. Et je me dis, mais on le trouve dans tous les manuels scolaires, c'est très bateau. Et puis j'ai mené mon enquête. Et ça a été l'une des découvertes, je dois dire, de ma recherche sur la nation. En me replongeant dans les écrits de l'époque, la dame qui est là, c'est pas la liberté, c'est la nation. Et oui. Et donc, mon éditeur, qui ne le savait pas lui-même, m'a dit, mais voyez Eric, j'avais raison. Et alors du coup, bien évidemment, j'ai accepté. En fait, c'est le retour en juillet 1830, et de façon définitive dans notre pays. Bon, il y a le cas un peu particulier du régime de Vichy, mais il n'a pas remis fondamentalement les choses en cause, de la souveraineté nationale. Elle réapparaît en juillet. Elle, sur le tableau de Delacroix, elle réapparaît en 1830. Mais ça n'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres choses. Avec Louis-Philippe et Guizot, c'est par exemple la loi de juin 1833. À l'époque, Guizot est ministre de l'Instruction publique, qui dit, alors on est dans le cadre d'un État très libéral à l'époque, qu'il faut qu'il y ait soit une école religieuse, soit une école publique, dans toutes les communes de plus de 500 habitants du royaume des Français. Très important. C'est également les fameux poids et mesures. Alors vous savez tous que le système décimal des poids et mesures a été créé sous la Révolution. Simplement, les révolutionnaires qui auraient voulu être très très durs n'ont pas eu le temps d'être très très durs. Et puis, ça a été bon enfant dans la suite. On a accepté que les toises, etc., demeurent dans les régimes successifs. Et c'est à la fin des années 1830, sous la monarchie de Juillet, qu'on supprime définitivement toutes les anciennes mesures de France pour les remplacer par le mètre, le kilogramme, etc., le mètre carré, etc. Donc, c'est fondamental aussi de ce point de vue. La monarchie de Juillet, c'est également dans le domaine des transports ce qu'on appelle l'étoile de Legrand, c'est-à-dire le début des chemins de fer. Alors là, il y a beaucoup à en dire aujourd'hui, hein. Tout moi qui me balade entre la Bretagne, la Lorraine, etc., etc. Tout centralisé à partir de Paris. Mais ça a contribué également
à l'unité du pays, c'est indéniable. C'est les grandes enquêtes statistiques pour mieux connaître les Français. Et l'Académie des sciences morales et politiques, à partir de sa renaissance, au début des années 1830, sous l'égide de Guizot, va diligenter de très très grandes enquêtes. Et à la fin des années 1830, c'est la création de la statistique générale de France, dont l'INSEE de 1946 est l'héritière directe. Puisque sans transition, on est passé de cette statistique générale en 1946 à l'Institut national des statistiques et des études économiques. Et puis j'ai gardé bien sûr le meilleur pour la fin, et le projet était très cher au cœur du roi Louis-Philippe. On a envisagé, c'est pas Jean-Michel Apathy qui a inventé ça, c'est les révolutionnaires du début du 19e siècle, l'idée de raser le château de Versailles. Il ne servait plus à rien, il n'était plus habité, allez, on le rase. Et celui qui l'a sauvé, il faut le savoir, c'est le roi Louis-Philippe. Et Louis-Philippe a une idée géniale, en faire un musée d'histoire de la nation, de manière, alors c'était intéressé, à réconcilier tous les Français autour de son régime. Parce que l'idée, c'était que la monarchie de Juillet était la fin de l'histoire, en quelque sorte. Et avec Guizot, ils ont porté véritablement ce projet. Le roi Louis-Philippe va faire plus de 350 visites du chantier. La galerie, vous le savez, des grandes batailles. Et l'ouverture au public est un succès. Ça a été l'une de mes découvertes quand il y a une quinzaine d'années, j'avais participé à un jury de thèse sur ce musée d'histoire nationale et où le doctorant s'était plongé dans les archives et nous montrait qu'à la fin de la monarchie de Juillet, grâce au train et aux deux gares que vous connaissez tous à Versailles aujourd'hui, la gare de Versailles rive gauche et la gare de Versailles chantier, qui existe depuis la monarchie de Juillet, eh bien vous aviez 300 000, je dis bien 300 000 visiteurs par an au musée d'histoire nationale de Versailles. Très moderne, des instituteurs emmenaient de la région parisienne leurs enfants, leurs élèves, pour voir ce musée d'histoire nationale. Donc j'ai beaucoup insisté, vous voulez, sur la monarchie de Juillet. Bon, je vous rassure, dans le livre, je parle de la restauration des autres régimes, mais parce qu'il a eu un rôle très très important et aujourd'hui oublié dans cette construction nationale. Alors un petit mot sur la Deuxième République, c'est bien évidemment le suffrage universel masculin à partir du décret de mars 1848. L'œuvre du Second Empire est aussi très important. Je citerai là encore l'économie, l'unification du marché national, le développement de la presse populaire, qui va jouer aussi un très très grand rôle, l'œuvre de Victor Duruy, qui précède celui des pères fondateurs de l'école républicaine, d'ailleurs qui rendront hommage à Victor Duruy. Et puis, au lendemain de la catastrophe nationale de la guerre de 70 que j'évoquais tout à l'heure, bien évidemment, on ne peut pas le nier, les républicains, Gambetta, j'ai publié récemment une biographie de Gambetta, Jules Ferry, d'autres encore, Charles Floquet, Freycinet, etc., ont œuvré également pour que la nation se renforce encore autour de l'école, autour de l'armée, car il s'agissait bien évidemment aussi de prendre la revanche sur les Allemands, et autour, livre précédent, vous l'avez rappelé, que j'ai publié, de la laïcité, avec cette idée que la laïcité nous permettra de nous sortir de nos querelles franco-françaises. On oublie que quelqu'un comme Jules Ferry, par exemple, il était lui-même très spiritualiste, il n'était pas du tout athée, Jules Ferry, il était pour la réconciliation nationale par la laïcité. Je fais une petite incise, ça fait bondir certains historiens, mais c'est la réalité historique. Jules Ferry, il l'avait été dans sa jeunesse, il ne l'était plus dans les années 1880, était hostile à la séparation des églises et de l'État. Il trouvait que toute l'œuvre laïque était accomplie dans les années 1880 et qu'on n'avait pas besoin de créer potentiellement une guerre intestine en séparant les églises et l'État. C'était beaucoup mieux de garder le concordat parce qu'on surveillait comme ça l'église catholique. C'était aussi un peu cynique, mais c'est comme ça. Donc vous voyez, cette œuvre, elle a été accomplie au XIXe siècle. Alors, dans le dernier chapitre de cette troisième partie, je mets des limites, alors non pas parce que je suis politiquement correct, mais parce que j'y crois profondément. Bien évidemment, la nation, théoriquement, c'est aussi les femmes. Et les femmes sont des citoyennes de seconde zone, puisqu'entre autres, elles n'accèdent pas à la vie politique. Ça, c'est un fait. Les paysans et les ouvriers davantage d'ailleurs que les paysans sous la Troisième République, qui sont aussi en grande partie des citoyens de seconde zone. Et puis,
les étrangers et les naturalisés de fraîche date. Je rappelle un certain nombre de faits historiques dans le livre qui ont parfois été un petit peu occultés ou mis de côté par les partisans de la République et en particulier de la Troisième République. Et là encore, je vais faire bondir certains. Je rappelle des lois, mais qui sont beaucoup plus dures que les lois aujourd'hui que veulent voter et promulguer la droite. Hein. Et c'est des gens de gauche, sous la Troisième République, qui prônaient cette loi. Je fais un bond dans le temps. Maurice Thorez, par exemple, le secrétaire général du Parti communiste dans les années 1930, était horrifié, disait-il, parce que certains de ses camarades députés votaient les lois anti-immigrés qui restreignaient les professions à certains immigrés, comme la profession d'avocat ou la profession de médecin. Il y a des communistes qui votaient ces lois-là. Et Maurice Thorez dit, mais c'est pas possible. Hein, les communistes, ils doivent pas faire ça. Donc tout ça pour vous dire que, voilà, il faut faire un petit peu attention. Alors il n'en demeure pas moins, malgré ces limites que j'ai posées, le développement du nationalisme dans l'avant-guerre, l'affaire Dreyfus, par exemple, qui a divisé les Français, la Grande Guerre marque indéniablement, selon moi, l'un des deux apogées de la nation française. L'union sacrée des débuts de la Grande Guerre, et le fait qu'un certain nombre de patriotes qui avaient pu être très très durs, par exemple à l'égard des étrangers ou des juifs, ont révisé leur jugement à la faveur de la guerre, le meilleur exemple étant bien évidemment Maurice Barrès, qui publie en pleine Première Guerre mondiale Les familles spirituelles de la France, dans lequel il dit « Je me suis trompé, on peut être juif et un très très bon patriote ». Beaucoup de juifs l'ont montré dans les tranchées au péril de leur vie. Idem pour les protestants, idem pour les socialistes. Donc il rend un hommage à ceux qu'il avait combattus au cours des décennies précédentes. Oui, mais voilà, dans notre pays, les choses ne sont jamais simples. Et après cet apogée, l'entre-deux-guerres, vous le savez tous, va être un temps de division assez fort de la nation française qui va culminer, bien évidemment, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et je consacre toute une partie dans la partie consacrée à la Deuxième Guerre mondiale, à la conception différente, alors j'en ferai sans doute réagir ici, je les connais, dans la salle, sur ce point particulier tout à l'heure dans les questions, la vision de la nation que portaient le maréchal Pétain et le général de Gaulle. Car, indéniablement pour moi, au risque de faire bondir, moins sans doute dans la salle que dans ceux qui visionneront la vidéo, le maréchal Pétain est un patriote. Mais oui, pour moi c'est un patriote. Simplement, la vision du patriotisme qu'il a est un patriotisme et un nationalisme de division, et on le verra avec les lois qui seront promulguées et soutenues par le régime de Vichy, les lois en particulier de dénaturalisation des Juifs de fraîche date. Ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Le nationalisme, j'utilise le terme du général de Gaulle, est un nationalisme de rassemblement. Et on le voit dans les discours qu'il prononce durant la Deuxième Guerre mondiale, et également dans le fait que la France combattante, qui deviendra bientôt la France libre, prendra des textes pour réintégrer les Juifs qui étaient exclus de la nation par le régime de Vichy, avant même que la guerre ne se termine. Donc de ce point de vue, il est très très intéressant de confronter les deux choses. Alors pour moi, le deuxième, et on s'approche de la fin de ma petite conférence, de mon petit laïus, le deuxième temps fort de la nation, c'est les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, au prix d'une amnésie collective. Parce que le général de Gaulle, c'est l'un de ses tours de passe-passe, j'ai publié plusieurs articles sur le sujet, j'ai même coordonné le numéro Souvenir Bonjour de Gaulle, bonjour de la revue Politique et Parlementaire, est un très très grand connaisseur de notre histoire. Simplement, il prend quelques libertés avec la vérité historique. On le disait tout à l'heure, pour lui, la nation, elle remonte au baptême de Clovis. Ah, je vous ai dit que c'est quand même pas tout à fait ça la réalité historique. Et la deuxième chose, c'est que bien évidemment, là, alors je ne me permettrai pas d'imiter le général, mais la France, la seule France, la France qui compte, c'est celle de la résistance. Et voilà, il n'y a pas d'autre France qui existe. Alors, les Français ont été très divisés, et Henri Amouroux avait publié un livre qui montrait quand même qu'en 1940, c'était voilà, 40 millions de pétinistes, hein, pour être très clair. Hein. Ou 39, on va dire. Et donc, petit problème aux entournures. Donc, grande amnésie collective mise en place par le général de Gaulle, hein, qui va se poursuivre. Et
pour que la véritable histoire ressurgisse, vous le savez tous, il faudra attendre les années 70. Et alors là, pour le coup, à la suite des années 70, on va aller très très loin de l'autre côté du balancier. Comme souvent en histoire, on passe d'un extrême à l'autre. Mais les 30 Glorieuses, c'est indéniablement un temps fort de la nation. Ah, il y a la guerre d'Algérie, bien évidemment, qui va diviser les Français, mais globalement, prospérité économique. Il y a aussi des tensions sociales, hein. Il y a la grève des mineurs. Hein. On oublie par exemple qu'en 1963, la popularité du général de Gaulle, elle était relativement basse. Je relativise, relativement basse pour le général de Gaulle. Quand on compare avec nos 4 derniers présidents, il était quand même 15 bons points au-dessus. Mais bon, voilà, je ne nie pas qu'il y a... Voilà, il ne faut pas non plus tomber dans les excès inverses. Malgré tout, ça a été une période de prospérité, surtout quand on la compare, et je vais terminer avec cela, c'est ce que je fais dans mes 2 derniers chapitres, avec ce qui prend la suite des 30 Glorieuses et que j'appelle moi personnellement les 50 piteuses. Les 50 piteuses, c'est la déconstruction que j'évoquais tout à l'heure, alors tout un tas de mouvements philosophiques, politiques, la mondialisation, la construction supranationale européenne née de l'acte unique et à la suite du traité de Maastricht et des traités qui suivent. Et les conséquences sont les lits, alors je passe vite, hein, il y a bien évidemment beaucoup d'autres éléments, et je relativise aussi par ailleurs ce que je dis là, dans le livre, à l'écrit. Les résultats, nous les lisons depuis 20-25 ans, hein, et pour être sûr de ne pas les oublier, je les ai listés. La crise démocratique, née du déni du référendum de 2005, quand même on ne peut pas le nier, avec sous Nicolas Sarkozy. Bon, il a été élu, il l'avait annoncé comme dans sa campagne électorale, mais le fameux traité de 2005 a ressurgi sous une autre forme, le traité de Lisbonne, à la suite. Le délitement de l'État, hein, que l'on constate tous les jours, le creuset scolaire qui ne fonctionne plus, les fractures sociales multiples et variées, les atteintes que l'on rencontre dans certains de nos outre-mer avec la complicité d'un certain nombre de dirigeants à l'indivisibilité de la République et l'indivisibilité de la nation. Alors, entre parenthèses, je fais toute une exégèse du terme une et indivisible. Il faut faire très très attention. Hein. Tout ça n'existe plus depuis la fin de la Troisième République. Hein. Il n'y a plus d'unité de la nation. Et j'aime beaucoup Jean-Pierre Chevènement. Et quand Jean-Pierre Chevènement, dans certains discours, parle de l'unité et de l'indivisibilité de la nation, non. On ne parle dans notre Constitution que de l'indivisibilité de la nation, et plus de son unité, car justement, la nation, elle est diverse. Hein, c'est pour faire une place, et à l'époque, en 1946, au peuple de la communauté, nous avions encore les peuples africains qui étaient avec la France. Et puis plus tard, bien sûr, nos outre-mer. Hein. Donc, pas d'unité, mais en revanche, une indivisibilité. Or là, aujourd'hui, elle est mise à mal. Il suffit de voir ce qui se passe, entre autres, en Nouvelle-Calédonie, pour ne donner que cet exemple. Parmi les grands principes républicains, vous avez aussi la laïcité. Alors là, j'épiloguerai pas, mais je vous fais une deuxième conférence, si vous voulez, à la suite de celle-ci. Hein. La laïcité, elle est mise à mal tous les jours, aujourd'hui, dans notre République. Et puis, comme ça a été montré de façon extrêmement pertinente dans un livre qui a été élu livre de l'année, je crois que c'est en 2019, l'archipélisation de la France, hein, bien évidemment, le directeur de l'IFOP, Jérôme Fourquet, hein, le terme est devenu commun aujourd'hui, une France archipel, malheureusement, avec tous les problèmes subséquents. Je vais terminer par 2 choses, quand même une note d'espoir, hein, parce que je ne perds pas complètement espoir, après ce tableau un petit peu au noir, mais quand même, un petit détour par les sondages, j'en ai beaucoup dans mon introduction, dans mon dernier chapitre et dans ma conclusion. Nous sommes un peuple contradictoire, et je vais vous le montrer. Nous sommes extrêmement pessimistes d'abord, hein, parmi les 40 pays sondés par l'Ipsos qui fait une enquête de comparaison internationale, nous arrivons systématiquement 38e ou 39e sur 40, hein, c'est pas brillant, dans l'échelle du pessimisme sur le devenir de notre pays. Ça, c'est le premier élément. Alors par contre, les Français, pardonnez-moi le terme, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont sondés, ils sont pour une société d'individus. C'est-à-dire qu'ils trouvent que les grandes libertés individuelles, bah, c'est très très bien qu'elles existent. Mais en même temps, ils sont très inquiets
parle d'élitement de l'unité nationale et il réclame une communauté nationale qui demeure et qui soit réassurée. Donc ça, c'est un petit peu contradictoire. C'est, pardonnez-moi de faire ce nouveau détour par mon cher 19e siècle, ce que disait Benjamin Constant dans sa célèbre conférence de 1819, la liberté des anciens et la liberté des modernes. Les Français, ils veulent les deux, hein, mais parfois, il peut y avoir des contradictions entre les deux, et toute la difficulté vient de là. Alors pourquoi une note d'espoir? Mais après tout ce qu'il vient de nous dire, c'est quand même bien compliqué. Eh bien parce que moi, je crois que la solution, elle passe par les Français d'une part et les politiques de l'autre. Des politiques qui voient plus loin un peu que le bout de leur nerf. C'est pas facile aujourd'hui parce qu'on est dans l'immédiateté des médias, on y est tous un petit peu sur les réseaux sociaux. J'en parlais ce matin avec Jean Castex d'ailleurs, qui m'a reçu pour un petit déjeuner. Il disait « Moi, j'étais pas sur les réseaux sociaux, je laissais mes conseillers y être. Je n'aime pas ces réseaux sociaux là qui vous salissent, qui vous traînent dans la boue, etc. » Il faut que l'homme politique réfléchisse. Et je crois que sur ce point, il a 100% raison. Et que les hommes politiques projettent la nation en leur donnant une vision à 10, à 20 ou à 30 ans, ce que très peu d'hommes politiques font, mais peut-être sont en capacité de faire. Le problème vient de là. On en parlait tout à l'heure et c'est un sujet de discussion avec Bertrand Renouvin. Et je crois également qu'il faut que le peuple français soit, je dirais, plus investi de lui-même dans la politique. Et moi, vous le savez peut-être, je suis un très très grand partisan du référendum d'initiative, non pas partagée, parce que j'estime que là on a été un peu roulé dans la farine par le RIP, mais d'initiative citoyenne. Voilà. Alors après, tout dépend le seuil qu'on met justement pour pouvoir justement poser une question aux Français. Ça, c'est un vaste débat. Voilà, je vous remercie. Merci Éric Anceau. Le débat est ouvert. Je regarde ma montre, il faudra l'arrêter à 21h30 très précisément, parce que Éric Anceau doit partir prendre un train. Oui, je suis comme Cendrillon, sinon je me transforme en citrouille. 35 minutes pour poser des questions à notre invité. Je vous en prie, Bernard. Oui, Bernard. Bonjour. Merci tout d'abord pour votre livre et votre conférence tout à fait passionnante. Et vous avez commencé par Renan, et je suis un lecteur de Renan. Et ça m'a beaucoup intéressé ce que vous avez dit sur le passé. Bien sûr, le plébiscite de tous les jours, c'est très connu, mais on oublie qu'une page plus tôt, il parle des héritages. Ça fait une page d'écart. Hein, exactement. Les héritages spirituels, etc. Alors, ça m'a frappé ce que vous avez dit, c'est que vous parlez de. Vous avez une lecture essentialiste, et pourtant, quand on lit cette page, moi j'en fais vraiment une lecture existentielle. Oui. C'est-à-dire que, alors, bien sûr, ma définition d'essentialisme est très claire, c'est l'ethnie. Ce que rejette Renan profondément. Qu'il rejette dans la deuxième partie de sa vie. Dans la deuxième partie voilà. de sa vie. Oui. On ne sent pas tellement ça quand même dans ce moment quand il parle d'héritage spirituel, au sens confessionnel, mais nous venons de quelque part. Et donc, il y a plutôt une vision de l'histoire. C'est ça qui me... Oui, tout à fait. Qui me paraît... Je suis très surpris parce que... Enfin, moi, je n'arrive pas à faire cette lecture essentialiste, voyez-vous. Non, mais la lecture essentialiste, encore une fois, il a dépassé complètement en 1882. Ce à quoi je faisais allusion, c'est à des lettres, des correspondances bien antérieures, hein, j'entends par bien antérieures, des années 1850-1860. Bien sûr. C'est avant la guerre de 1870, qui a été un choc tellement profond pour lui, qu'il réfléchit, parce que pour lui la nation est très centrale, hein, c'est pas par hasard qu'il va donner cette conférence et que cette conférence reste, et donc il a totalement évolué, même sur la vision de l'histoire, donc les pages auxquelles vous faites allusion, et ça n'est plus du tout une vision essentialiste. On en est très loin. On en est très très loin, on est bien d'accord. Mais il l'a eu celle-là, avant 1870. Ouais. Bon, j'allais vous poser la question de l'avenir de la nation, mais vous y avez répondu. On sent bien que votre position est claire. Oui, moi je suis... Démocratie sans nation. Mais alors, c'est un point que je n'ai pas développé, mais que je développe dans mon livre, parce que lorsqu'on nous sort que la nation est dépassée, jusqu'à preuve du contraire, et mon ami Marcel Gauchet est le premier à le dire, c'est la nation, l'État-nation, qui est le cadre d'épanouissement naturel de la démocratie. Hein, on n'a pas fait mieux. Et donc, tout ce qui est supranational peut être très dangereux, et nous entraîner dans des pentes qui ne sont pas justement démocratiques.
On voit bien, alors bon, je suis filmé, donc je vais m'en prendre plein la tête sur les réseaux sociaux, mais on voit bien que les institutions de Bruxelles sont technocratiques, eurocratiques. Donc il faut les réformer, bien évidemment, pour donner plus de souffle démocratique. Alors je ne sais pas par quoi ça passe, hein, bien évidemment, et je ne suis pas d'ailleurs complètement hostile, bien sûr, à une Union européenne rénovée, mais en tout cas, à l'heure actuelle, force est de constater qu'on n'est pas dans un cadre purement démocratique. Yves. Oui, merci énormément pour cette conférence. Alors, on balance tous entre pessimisme et optimisme, mais est-ce que quand même les Jeux Olympiques, ça vous a pas donné une bonne dose d'optimisme? Là, on a quand même Oui. une unité nationale, mais extraordinaire. Et je voyais encore pour la finale de cette fameuse finale vendredi, je suis frappé quand même alors il y a des casseurs, etc., mais quand même, quand on regarde la masse de ceux qui fêtent, on n'est pas du tout dans l'archipélisation, là, bien au contraire. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, par exemple, dans les matchs, dans les stades, il n'y avait pas ce qu'on voyait même il y a 10 ans encore, les Marocains dresser le drapeau marocain, les Algériens dresser le drapeau algérien, mais pas du tout. Et les supporters, on voit même ça m'a frappé, parce que vous voyez même des filles voilées qui soutenaient à fond l'équipe de France, etc. Dans ma rue, il y avait tous les gens d'origine immigrée qui soutenaient à fond l'équipe de France. Il y avait même une lycéenne qui interrogeait un quart d'heure. C'est Qatar. C'est Qatar Saint-Germain. Excuse-moi, c'est pas... Voilà, ça va faire un débat autour du PSG, là, hein, attention. Oui. Mais les gens, non. Mais je parlons des Jeux Olympiques, là, il n'y avait pas Qatar. Oui. Moi, dans ma rue, j'ai vu des Égyptiens qui faisaient leurs études en France et qui demandaient aux serveurs qui étaient d'origine maghrébine, mais pourquoi vous soutenez l'équipe de France? Et ils disaient, bah non, mais nous, c'est notre équipe. Et ils disaient, mais enfin, quand même, vous êtes des Arabes. Et ils disaient, non, notre équipe, c'est l'équipe de France. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Et j'ai trouvé qu'il y avait... il y avait une volonté aussi, on l'a bien vu, ceux qui symbolisaient la France dans la cérémonie d'ouverture, mais cet esprit, il est resté quand même, il a été bien... Alors, je vais vous rejoindre, monsieur, et puis je vais mettre des petits bémols quand même. Hein. Alors, je commence par le foot, justement. J'aime beaucoup le foot, donc je vais regarder, et moi-même, sur les réseaux sociaux, j'ai été heureux de la victoire du PSG, même si c'est, on ne peut pas le nier, des fonds d'investissement qataris, etc. Il n'en demeure pas moins que vous avez vu Marseille. Bon, et la rivalité OM-PSG. Un Cantona qui dit maintenant le match a été acheté parce que c'est les mêmes fonds d'investissement qataris à l'Inter de Milan qu'au PSG. Donc, ouais. Et Cantona, il est marseillais. Et il a été acheté la boutique, le maillot de l'Inter, juste avant le match pour narguer un petit peu et chauffer les Parisiens. Mais il n'en demeure pas moins qu'une fois qu'on a dit ça, moi j'étais frappé, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et j'ai passé une partie de mon dimanche, j'étais arrivé. Il y avait l'anniversaire, anecdote, pardonnez-moi de personnaliser les choses. Un de mes meilleurs amis fêtait son 60e anniversaire le samedi, jour du match. Et il m'avait fait promettre qu'à 20h, on arrêterait tout et on se mettrait devant la finale. Il n'y a pas tenu promesse, je l'ai engueulé et je lui ai dit, je te fais un faux bon, allez. Puis on s'est retrouvés, on était 60 à l'anniversaire, 7 ou 8 à regarder la finale. Et le dimanche, j'ai passé une partie de mon dimanche à regarder les réseaux sociaux et ce qui s'était passé en France. Et là, je vais vous rejoindre, mais c'était fascinant. Les 4 coins de la France sont fêtés, en fait, avec des drapeaux tricolores et les Français de toutes origines, la victoire du PSG. Mais bien évidemment, si on ne veut pas polémiquer, je n'avais pas prévu que vous parliez du PSG, vous aviez commencé par les JO et je les évoque dans mon livre, c'était un petit peu inattendu. Il y a eu ces grandes commémorations nationales au moment des JO, tout à fait fascinantes et nous nous sommes tous retrouvés. Donc ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir, mais cet espoir est extrêmement fragile, bien évidemment. Hein, on est d'accord. Excusez-moi, mais enfin, vous n'avez pas vu les Champs-Élysées? Ah ben, on l'a vu aussi. J'ai mis aussi un tweet là-dessus. Oui, mais les casseurs, oui. Ça n'a rien à voir avec mais bien les sûr que ça. enfin, on va pas en parler. 2000 personnes. Hein, 2000 personnes. Moi, ce que je vous dis, c'est des centaines. Oui. Et devant le Stade de France, les fuck Israël avec les drapeaux palestiniens. Ah mais bien sûr. Excuse-moi. Et même au Stade de Munich. À l'Alliance Arena de Munich, les supporters du PSG avaient Free Palestine. Non mais ça, nous le savons. Alors après qu'il y ait... Non, mais... Voilà, pour moi, c'est un phénomène dans le phénomène. J'essaie de regarder la masse, et puis effectivement, bon, là, il y a des cons partout. Hein, pardonnez-moi le terme, on est filmé, mais bon.
Alors, donc, on continue, on essaye Sur la nation. de reprendre Oui. toutes les questions historiques évoquées, enfin pas toutes, mais C'est vrai. quelques-unes. Moi, je vais revenir sur une question historique. Oui. Oui. Ce que tu évoquais tout à l'heure, Eric, 1709, Ouais. la peine de Louis Mm. XIV français. Est-ce la raison pour laquelle, lors de la fin de cette guerre, lors du traité d'Utrecht, ce traité d'Utrecht de 1713 est le premier traité rédigé en français, alors que le traité précédent, qui était celui de Westphalie, n'était encore en latin. Ah non, À partir alors, de là, oui. tous les traités Oui, sont- tout à fait. sont rédigés en français, langue internationale, nouvelle langue internationale diplomatique, jusqu'au traité de Westphalie. Non, alors c'est lié au poids de la France, tout simplement. Le poids de la France sous Louis XIV, le grand siècle, comme on l'appelle. Mais c'est découplé, bien évidemment, de l'appel de 1709. Le traité n'est pas rédigé en français pour que le bas peuple, soyons très clairs, comprenne le traité diplomatique, mais parce que la France est la puissance dominante de l'époque. C'est un phénomène différent, là. Voilà. Concomitant, mais différent. Il n'a pas les mêmes origines. Une question. Est-ce que l'écriture de l'histoire de la nation nous dispense d'une écriture d'histoire de la patrie? Alors les deux termes sont différents, je dirais. La patrie relève davantage, on m'a déjà posé la question dans plusieurs interviews, relève davantage du sensible. Il y a un moment qui est très très intéressant de ce point de vue. C'est justement, j'ai fait une petite allusion tout à l'heure, 1789-90, parce que les deux termes les plus utilisés, c'est patrie et nation. Des journaux qui s'appellent le Patriote français, par exemple, et d'autres journaux, La Nation ou le je ne sais quoi national. Donc là, je vais donner des bâtons pour me faire battre, mais encore une fois, dans l'esprit de beaucoup de révolutionnaires, le terme nation, c'est une forme d'instrumentalisation du peuple. Dans le livre que je vais publier avec 100 collègues donc en septembre prochain, c'est Gérard Noiriel qui publie, vous le connaissez, qui publie l'entrée peuple. Et j'ai fait l'entrée nation. Et alors, on ne s'est pas du tout concerté, mais c'est absolument fascinant parce qu'on dit exactement la même chose dans nos deux entrées. Et il dit en particulier qu'en fait, la bourgeoisie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, a instrumentalisé complètement les choses par la nation, qui lui permettait de prendre les rênes du pouvoir au détriment du peuple. Les choses n'étaient pas acquises en 1789. Donc, c'est la différence. La patrie relève davantage du sensible, la nation, c'est davantage l'intellect. Je vous ferai bien une petite critique. Oui, allez-y. Votre lecture rétrospective de l'écriture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oui, oui. Quand vous dites, finalement, le roi, il est quasi mort, il est déjà mort. Mot pas évident du tout. Non, mais bien évidemment. Surtout dans l'esprit des rédacteurs, des monarchiens qui sont... Mais bien sûr. Et vous allez rire dans un instant. Constitutionnels, Oui. et même d'un Robespierre qui se... Oui, joue à la République très clairement. tardivement, Nous sommes bien parce que d'accord. C'est pas son problème. Non, exactement. Le problème Oui. de la gauche de cette époque-là, c'est le gouvernement. Bien sûr. Gaucher l'a très bien montré. Oui, tout à fait. Ils sont hostiles au gouvernement, Tout à fait. Tripon, etc. Et qui est un arbitre, ça les dérange pas tellement. Bon, après, les événements font que ça se passe tout à fait autrement. Donc, mais il n'est pas ni dans l'esprit de Mirabeau, ni dans l'esprit de Mounier. Et même de Robespierre, vous avez entièrement raison. Il est monarchiste, Robespierre, en 1789. On est d'accord. Alors, je suis à l'oral, même si je suis filmé. Bien évidemment, dans le livre, je n'ai pas écrit en 1789, le roi est mort. Oui. Nous sommes bien d'accord. Et vous avez parlé des monarchiens. Alors, je les connais d'autant mieux que j'ai fait mon mémoire de maîtrise. Ça ne nous rajeunit pas. Sur les monarchiens. Donc je pense bien connaître leur pensée. Ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de souveraineté, le roi est mort. Mais par contre, en termes de régime, tous ces gens-là, qui sont monarchistes, il y a très, très, très peu de républicains en 1789. On se pose même la question, souvent on a présenté le philosophe Condorcet comme républicain, mais les études les plus récentes montrent qu'il n'était pas encore républicain lui-même en 1789, il est devenu un petit peu après. Donc attention, bien évidemment. Non, je voulais dire en termes de souveraineté. Ah oui, voilà. Là on est complètement d'accord. Bien sûr. On a reçu il y a quelques mois Laurie Chavanette. Mon ami Loris, oui, bien sûr. Biographie de Mirabeau. Et il montre très bien justement que quand Mirabeau rencontre le roi, il est très conscient, lui, Mirabeau, qu'il y a un transfert de souveraineté
qui s'accomplit à ce moment-là. Dont il s'inquiète. Ouais. Et après, il s'agit d'assumer tout ça, Bien sûr. et au risque de la violence. Et bon, ils sont tous conscients d'ailleurs que la violence est menaçante. Tout à fait, tout à fait. Donc on est tout à fait d'accord. Nous sommes compris. Mais c'est bien d'avoir permis de l'expliciter dans les questions. Une deuxième Oui, critique à un autre moment de l'histoire. Ce que vous dites sur l'amnésie organisée par De Gaulle. Oui, qui est relative, mais qui est réelle. Oui, alors, entendons-nous bien. C'est une amnésie par la volonté de réconcilier les Français. C'est-à-dire que le général de Gaulle, et je ne suis pas le seul à le dire, Jean-Paul Blette, qui a publié le livre auquel je faisais allusion, et dans lequel je publie De Gaulle et l'histoire, l'évoque dans son introduction. De Gaulle a voulu refermer les plaies nationales au prix d'une alliance historique avec les communistes. Et Dieu sait que le Parti communiste n'était pas sa tasse de thé. Et donc, il n'était pas dupe du fait qu'il fallait faire la part des choses, et un certain nombre de gens qui avaient collaboré devaient mourir. Bon, on rappelle qu'il ne graciera pas, entre autres, Robert Brasillac. Mais en même temps, on rappellera quand même que dans l'appareil d'État, un certain nombre de hauts fonctionnaires du régime de Vichy ont été quand même recyclés. Et ceci très vite. Ben, on a... Bien évidemment, De Gaulle est quand même... bon, moi, vous savez, j'aime beaucoup De Gaulle. Il a une vraie colonne vertébrale politique, il voit loin, il est visionnaire, etc. Mais c'est aussi quelqu'un de très pragmatique. En cela, il rejoint Napoléon III, qui est un autre très, très grand pragmatique. Donc, il y a une vision des choses. Et à partir de là, parce qu'on est un homme d'État, on s'adapte à la réalité du moment. Et donc, De Gaulle a fait quand même un certain nombre de compromis historiques, donc avec les communistes. Et il y a malgré tout une forme d'amnésie. Lorsqu'il dit, il ne le croit pas, là encore, il faut retourner à sa correspondance qu'a étudiée Sudi Razarezing. Lorsqu'il dit c'est pas l'État français qui est responsable. Vous savez que bon, Mitterrand s'inscrira dans la ligne. Il faudra attendre Jacques Chirac pour qu'on dise que c'est l'État français qui est responsable de la rafle du Veldiv. Hein. Mais au fond de lui, De Gaulle sait très très bien que l'État français est responsable. Simplement, il ne peut pas. Je comprends son attitude. Il ne peut pas le dire publiquement. Surtout lui, et surtout à ce moment-là. Bon. Et Mitterrand, alors j'admire Mitterrand pour ça, parce que Mitterrand, lui aurait pu le dire pour tout un tas de raisons, son positionnement politique, on en est quand même 40 ans plus tard, et lui non plus, ne le dira pas. Eh oui. Il avait des drôles d'amis. Non mais ça c'est autre chose, mais sur ce plan-là, il ne dira pas l'État français a failli. Hein? Bon, il faudra attendre Jacques Chirac. Bon. Oui. Ne pas l'État français et la France. Non, c'est la France. Chirac. L'État. Non, mais alors, l'État français, c'est aussi connoté parce que c'est le nom du régime. Hein. L'idéologie, la Révolution nationale, le nom populaire, le régime de Vichy, et le nom officiel, l'État français. L'État. L'État avec un grand E et sans adjectif, si vous voulez. Là, on joue un peu sur les mots, pardonnez-moi. Mais il peut y avoir une distance sémantique de l'État français à la France. C'est plus que sémantique, c'est plus la même chose. D'accord, mais c'est les deux choses. C'est l'État, d'une part, et la France. Hein, les deux. Alors là, vous m'entraînez très loin. Je me suis livré à une étude sémantique du vocabulaire du général. Le général utilise, ça m'a embêté d'ailleurs, parce que mon livre c'est sur la nation, utilise très peu la nation. Il utilise le terme, mais très très peu. Il utilise énormément France, État, peuple, mais très très peu nation. Par contre, dans certains textes qu'il juge fondamental, là le mot nation apparaît. Mais dans ces discours, hein, reportez-vous, vous avez sur YouTube les discours du général, hein, très très peu nation, très très peu. Donc il faut pas non plus justement tomber là-dedans, parce que voilà, on est trop peut-être dans le... Allez-y, oui. Bon, déjà, je vous prie bien vous m'excuser pour mon petit retard. Par rapport à l'histoire contemporaine de la nation française, oui. Vous n'avez pas très peu évoqué la guerre d'Algérie. Oui. Et ce qu'elle a impliqué. Or, c'est sur les cendres de l'Algérie française que s'est constituée la Ve République. Oui. C'est sur les cendres de l'Algérie française qu'est apparue par exemple l'OAS. Bien sûr. Qu'on a eu une immigration algérienne, mais aussi pied noir, avec des tensions qui subsistent à l'heure actuelle et qui peuvent mettre à mal au niveau tant mémoriel qu'institutionnel la nation.
Donc est-ce que dans votre ouvrage, vous êtes un petit peu cette réaction algérienne? Ah, bien sûr. Alors, j'y consacre, je ne vais pas vous mentir, 2 pages sur voilà, 500 et quelques, parce que je balaie toute l'histoire. Bien évidemment, c'est une page très douloureuse, mais j'essaie de la resituer, encore une fois, dans le contexte historique. Je ne nie pas qu'il y a des fractures profondes qui ont pu exister. Je reviens à Napoléon III, parce que ça, c'est méconnu. De Gaulle était gêné aux entournures par Napoléon III. D'abord parce qu'on le renvoyait perpétuellement au coup d'État de Napoléon III. Je vais vous raconter une anecdote qui me vient à l'instant en évoquant ça, qui n'était pas du tout préméditée. Vous allez dire, ah, il parle que de lui, mais bon. Vous savez que c'est Waldeck Rochet qui a publié un ouvrage qui s'appelle, 58, Napoléon III et De Gaulle. Il compare les 2 hommes. Vous savez plus tard que Mitterrand parle du coup d'État permanent. Et vous ne savez peut-être pas que dans les 30 journées qui ont fait la France, François Mitterrand a écrit un livre qui est inédit sur le coup d'État du 2 décembre. Bon, il se trouve que la Fondation Mitterrand m'a contacté il y a 1 mois et demi. Ils souhaiteraient publier ce livre inédit qu'ils ont dans leurs archives et ils m'ont demandé d'en faire l'appareil critique. Bon, ça c'est la petite incise. Je reviens à notre sujet. De Gaulle ne pouvait pas évoquer Napoléon III. Mais quand on regarde sa correspondance privée, il y fait souvent référence et il dit l'une des plus belles idées de Napoléon III, c'est le royaume arabe. Pourquoi n'a-t-on pas repris cette idée du royaume arabe? Nous ne pouvons pas, et c'est, je crois, une citation que lui prête Alain Perfit dans son ouvrage C'était de Gaulle, nous ne pouvons pas mélanger l'huile et le vinaigre. L'huile, c'est les Français, le vinaigre, c'est les Algériens, ou inversement, mais vous m'avez compris. Et donc, il faut associer ces 2 peuples qui peuvent constituer, c'est ça qui est intéressant, là on boucle presque la boucle de ce qu'on disait tout à l'heure, une même nation. On peut être 2 peuples différents dans la même nation. Donc tout ça pour vous dire que le général de Gaulle regrette que nous n'ayons pas continué avec les Algériens dans le cadre d'une forme différente. Alors maintenant, et là je ne vais pas porter du jugement de valeur, il a fait un autre choix et certains diront ça a permis de sortir de la situation où nous étions et d'autres diront ben non, ça l'a renforcé, une partie de nos difficultés viennent de là. Je ne porte pas de jugement, je botte en touche, chacun fera son propre jugement là-dessus. Mais il y a une pensée beaucoup plus complexe que celle qu'on lui prête. Et encore une fois, il aurait voulu tout autre chose que ce qui finalement est advenu en 1962. Ça, c'est indéniable. Et je ne suis pas le seul à le dire, parce qu'on n'est pas du tout du même bord, mais il est très honnête de ce point de vue. En tout cas, Benjamin Stora dit exactement la même chose que ce que je viens de vous dire. Parce que lui, il connaît très très bien les choses aussi. Voilà. Question, oui, pardon, Olivier, oui. je crois. Oui. Dans le prolongement de ce que vous venez de dire, vous êtes parti de la définition de l'Académie française 1986, donc avec les 3 temps, le passé, le présent, l'avenir. Je reviens sur le passé. Dans la définition que vous avez lue, on dit fondation des gens qui partagent la même origine. Même origine. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui en France? C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, l'Alsace-Lorraine, leur origine était un peu française au moment où ça s'est passé, elle était très allemande parce qu'ils avaient été terre d'empire. Mais aujourd'hui, où on a un peuple français aussi bigarré que celui qu'on connaît, est-ce qu'on peut continuer à dire que ne font nation que ceux qui partagent les mêmes origines? Certainement pas. Mais encore une fois, ce sont des choses qui s'additionnent et ne sont pas exclusives les unes des autres. En revanche, ce qui est indéniable, c'est qu'il faut partager le même amour de l'histoire. Et à partir du moment où cet amour n'est pas partagé, je suis d'accord avec vous, ça pose un vrai problème. Donc on peut avoir des origines différentes, à condition qu'on reconnaisse que cette nation qui a été la nation française a une histoire qui s'ancre dans une histoire millénaire qui vient de très très loin. Voilà. C'est un petit peu en fait ce que voulait dire Renan et c'est un petit peu la définition aujourd'hui qu'en donne l'Académie française. Voilà. On peut avoir différentes origines et une même appartenance. Oui, et reconnaître, et encore une fois, beaucoup de gens qui sont immigrés de fraîche date reconnaissent, j'en connais certains qui sont dans la classe politique aujourd'hui, que notre histoire est très très grande et qu'ils n'ont pas forcément dans leurs propres ancêtres la même histoire, mais
ils se la sont appropriée. C'est un petit peu ce que dit la formule, si vous voulez. Je l'ai un petit peu critiquée et déconstruite. Nos ancêtres, les Gaulois. Nous sommes bien d'accord. Il y a quelque chose de très très beau que je rappelle dans le livre à un moment donné. L'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui a été à l'école de la République dans la colonie dans les années 30 et qui disait « On nous apprenait, nos ancêtres les Gaulois, nous n'étions pas dupes, nous ne savions bien que ce n'étaient pas nos ancêtres les Gaulois, mais nous trouvions ça très beau que les Français nous considèrent d'une certaine façon comme leurs égaux et nous incluent dans la communauté nationale, même si nous n'étions pas français, on le savait très très bien. » Donc c'est un peu cet esprit, si vous voulez. Voilà. Est-ce que vous alliez jusqu'à dire que la nation française pourrait dépasser la limite du peuple français? J'entends par là que les Africains qui ont, de par leur famille, partagé une partie de l'histoire de France, des Vietnamiens, des Chinois, etc., et qui, quelque part, se sentiraient appartenir à notre histoire ou au projet qu'on porte, pourrait constituer une forme de la nation. Il n'y a pas d'obstacle, si ce n'est quand même que dans la nation, il y a quand même une idée de système politique. Donc si vous voulez, un Vietnamien qui vit au Vietnam, qui se dirait « j'appartiens à la nation française », on conçoit que ça pose un petit problème. En revanche, un Vietnamien qui vient s'installer en France fraîche date et qui veut se faire naturaliser, il y a absolument bien évidemment aucun problème. Là-dessus, encore une fois, la nation est très englobante. Ouais, tout à fait. C'est un choix. Oui. Est-ce que la Troisième République n'essaie pas de réinventer la nation, une nation entre guillemets républicaine? Bien sûr. Les républicains finalement de cette époque ont été quand même très marqués par les 48 arts et les chefs des 48 arts. Tout à fait. Le suffrage universel l'a donné Louis-Napoléon, je savais mieux que moi. Et est-ce qu'il ne s'agit pas d'abord et avant tout de faire de bons petits républicains? J'ai pas pu le dire, mais il y a un chapitre qui s'appelle « La nation républicaine ». Donc c'est exactement ce que vous dites. Il est clair que les républicains eux-mêmes travestissent un petit peu l'histoire et ils récupèrent une partie des rois de France. Il y a les bons rois et les mauvais rois. Par exemple, Henri IV, c'est un très bon roi. C'est la légende de la poule au pot, etc., qui nous fait aujourd'hui sourire. Mais la vie, c'est ça. Alors, la vie, sans plus, ajoutez-y le fait qu'à la base, il est bonapartiste, ce qu'on ne sait pas. Mais il est avant tout patriote. Et donc, il considère que la République est advenue et il se fait républicain. Certains prétendent qu'il le fait par arrivisme. Je n'entrerai pas dans ces considérations. Mais lui-même n'est pas républicain à la base. Et donc, si vous voulez, il y a une réécriture par les républicains du passé avec l'idée fondamentale que la République, c'est la fin de l'histoire. Très clairement, c'est le meilleur. C'est les républicains positivistes, très clairement. Là, je vous renvoie aux écrits de Charles Renouvier, de Jules Barny, etc., qui sont des philosophes néo-kantiens et positivistes, et qui l'ont très bien dit dans leurs écrits. Donc, c'est la fin de l'histoire. Et donc, on va recréer une histoire où on sépare en quelque sorte le bon grain de l'ivraie. Et quand il y a un peu trop d'ivraie, on l'arrange à notre sauce pour dire que c'est aussi du bon grain. Donc, ils sont pas contre les rois de France, les républicains opportunistes, les Gambetta. Moi, je connais très bien Gambetta. J'ai retrouvé des lettres de Gambetta où il encense certains des rois de France. Et pourtant, il est républicain, Gambetta. Jules Ferry, exactement pareil. Donc, alors on est sauvés. Oui, il est connu pour ça. Question? En ce moment, au mobilier national, il y a une évocation du sacre de Charles X. Oui, tout à fait. Quel sens avait-il dans la construction de l'histoire de la nation française pour lui? Alors, je dirais, Charles X, c'est un petit peu complexe dans la mesure où il veut, vous le savez, revenir, et son entourage, attention, à une forme de monarchie qui tend plus vers celle qui existait, on va dire, pour faire simple, avant, je suis prudent, 1792. Voilà. Bien qu'il ait prêté serment sur la charte. Ah ben bien évidemment. Compris pendant le sacre. Tout à fait, mais je vous rappelle aussi que la charte dit que la chaîne des temps a été rompue de façon funeste entre 1789 et 1815. Bon, je dirais que son grand frère, le frère cadet des trois frères, à savoir Louis XVIII, qui est un homme de compromis,
très intelligent. Louis XVIII mériterait vraiment d'être redécouvert. Hein. Bon, on a organisé un colloque là-dessus et vraiment il a remis, si j'ose dire, en majesté Louis XVIII. Avait bien compris les choses et j'ai pas eu le temps de le dire, mais lui avait pensé la nation. Le terme nation est très fréquemment utilisé par Decazes en particulier, qui, vous le savez, est le ministre favori de Louis XVIII, hein, avec cette idée d'une réconciliation des Français, on l'oublie. Hein. Donc c'est quand même très très intéressant. Pour Charles X, je suis un petit peu plus embêté parce qu'effectivement on va quand même au clivage et puis bon il y a les 4 ordonnances, voilà, funeste pour son règne. Voilà. Mais soupçonné en fait bien qu'il ait prêté serment à propos de la charte, de ne pas l'avoir digérée. Ah bah c'est clair qu'il aurait préféré sans doute une autre forme monarchique qui le dispensait de la charte. Indéniablement. Mais pour revenir à la Restauration, parce que je n'ai pas eu trop le temps de développer ce régime, c'est quand même la reprise d'un certain nombre de choses de la période, on va dire, consulaire et impériale. On évoquera en particulier les lycées, hein, qui est aussi un creuset de l'élite, hein, et donc on va les reprendre. Voilà, il y a beaucoup, si vous voulez, de personnes, et vous le savez aussi bien que moi, qui avaient servi l'usurpateur, qui a servi Napoléon, et qui ont su très très bien servir aussi le roi Louis XVIII et le conseiller. Donc il y a des formes, et même j'évoquais Vichy et puis la Ve République, il y a des formes de continuité aussi par-delà les régimes tranchés. Je connais très très bien, je l'ai évoqué dans un livre, la jointure entre le Second Empire et la Troisième République. J'ai dit que voilà, il y avait beaucoup plus de points communs pour aussi tournebouler le système, de part et d'autre du 4 septembre que de différences. Beaucoup de projets qui étaient dans les cartons de l'Empire libéral, et en fait, c'est la décennie 1870 qui les a fait advenir. L'histoire est un grand tout. Alors vous allez dire, voilà, le consensus, etc. Bien évidemment, nous avons des pages noires, nous avons des pages dorées, mais je pense, et on peut peut-être conclure là-dessus, notre histoire est tellement belle qu'il faut tout assumer. Très belle conclusion. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.